Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Après 3 mois de silence radio complet de la part de ma famille, soudainement, ma mère et ma sœur inondaient ma messagerie vocale d'appels et de textos d'urgence sur le fait qu'elles avaient vraiment besoin de me parler. Je fixais l'email de confirmation de la loterie sur l'écran de mon ordinateur portable. 50 millions de dollars, gagnant vérifié, fonds, en attente de virement. L'ironie ne m'a pas échappé. Mon partenaire Alex a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule aux appels manqués incessants et a chuchoté « Ne réponds pas, quelque chose ne va vraiment, vraiment pas ici. » Je n'avais aucune idée à quel point il avait raison. 5 heures plus tard, j'allais découvrir que mes parents avaient perdu leur maison et étaient au bord de la faillite, et soudain, leur tentative désespérée de renouer avec leur fille, la déception, prenait tout leur sens. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour moi, cela signifie énormément. En grandissant, j'étais le dépotoir émotionnel et la solutionneuse de problèmes désignés de la famille, tandis que ma sœur Sarah se prélassait sous les feux des projecteurs en tant qu'enfant, en or. Quand Sarah a eu besoin d'argent pour l'université, maman et papa ont liquidé leurs fonds de retraite sans hésitation. Quand j'ai eu besoin d'aide pour mes frais de scolarité, ils m'ont suggéré d'explorer les options de prêt et d'apprendre la responsabilité financière. Le diplôme d'art de Sarah, c'était suivre sa passion. Mais mon programme pratique en soins infirmiers, c'était se contenter de la médiocrité. Chaque réunion de famille devenait un tribunal où mes choix de vie étaient disséqués et jugés insuffisants. « Quand vas-tu trouver quelqu'un de bien et te poser? » demandait maman, généralement au moment où je passais la porte. « Tu ne rajeunis pas, ma chérie, » intervenait papa entre 2 bouchées du dîner que je finissais inévitablement par cuisiner parce que Sarah était trop stressée par son dernier projet créatif. Les fêtes étaient le pire. Le dîner de Noël ressemblait à un interrogatoire où mon célibat était le principal crime faisant l'objet de l'enquête. « Ta cousine Jessica vient d'avoir son 2e bébé, » annonçait maman en me lançant des regards accusateurs par-dessus la dinde. C'est une telle bénédiction de voir les jeunes fonder des familles. Sarah hochait la tête avec compassion tout en envoyant des textos à son dernier petit ami, réussissant à paraître à la fois solidaire et supérieure. Je suis devenue la thérapeute familiale par défaut, recevant des appels tard le soir à propos du stress de papa au travail, de l'anxiété de maman pour sa santé et des drames relationnels de Sarah. Quand le loyer de Sarah était en retard, c'est moi qui recevais l'appel en larmes sur le thème « La famille doit s'entraider ». Quand maman avait besoin que quelqu'un la conduise à ses rendez-vous, devinez qui libérait son emploi du temps, mais si je suggérais que Sarah pourrait peut-être contribuer au cadeau d'anniversaire de maman, au lieu de s'attendre à ce que je couvre la totalité du coût, je devenais soudainement difficile et je ramenais tout à l'argent. J'avais appris à mordre ma langue, à préserver la paix et à signer les chèques. Être la personne fiable signifiait être invisible, sauf s'ils avaient besoin de quelque chose. Je me disais que c'était ça, la famille, le sacrifice, la compréhension, faire passer les autres en premier. Je n'avais aucune idée à quel point cette définition était devenue tordue, jusqu'à ce qu'Alex commence à souligner des schémas auxquels j'avais été aveugle pendant 32 ans. Mais cette révélation était encore à des mois de ce moment, où je croyais sincèrement qu'être la déception de la famille était simplement le prix à payer pour être différente. Les missions de sauvetage financier ont commencé modestement, mais se sont rapidement intensifiées au fil des ans. Il y a eu la réparation de voitures d'urgence de Sarah qui m'a coûté 2000 $, de l'argent que j'avais économisé pour des vacances qui n'ont jamais eu lieu. 6 mois plus tard, elle a publié des photos Instagram de son week-end à Napa avec des amis, mais ne pouvait bizarrement pas me rembourser car elle était entre 2 emplois. Lorsque l'entreprise de papa a traversé une période difficile, j'ai discrètement couvert leur mensualité de prêts immobiliers pendant 3 mois, vidant mon compte d'épargne et atteignant le plafond de ma carte de crédit. Maman a promis qu'il me rembourserait dès que les choses s'arrangeraient, mais lorsque l'entreprise de papa s'est redressée, ils ont célébré avec une rénovation de cuisine au lieu de régler notre dette. Je suis également devenue le service de conciergerie non officiel de la famille.
conduisant maman à ses rendez-vous médicaux parce que Sarah était trop émotive pour supporter les hôpitaux, gardant leur maison pendant 2 semaines quand ils sont allés à la remise de diplôme de Sarah parce que nous te faisons confiance avec notre maison, et me retrouvant toujours désignée volontaire pour organiser les préparatifs des fêtes dans mon minuscule appartement parce que celui de Sarah était trop petit et que leur maison était trop stressante à nettoyer. Ma vie amoureuse est devenue une victime de ce cycle sans fin. J'annulais des rendez-vous à cause d'urgences familiales. J'arrivais épuisée d'avoir géré leur dernière crise, où je ne pouvais tout simplement pas me permettre un dîner au restaurant après avoir couvert les dépenses de quelqu'un d'autre. Quand j'essayais d'expliquer à des partenaires potentiels pourquoi j'étais toujours fauchée et stressée, cela sonnait comme des excuses. « Ta famille a l'air vraiment exigeante », a dit un homme après que j'ai dû quitter notre 3e rendez-vous plus tôt parce que Sarah avait besoin de soutien émotionnel après une rupture. Il n'avait pas tort, mais l'entendre de la part d'un étranger m'a piqué au vif. Une autre relation a pris fin lorsque j'ai dû annuler un week-end d'escapade parce que papa avait besoin d'aide pour déplacer des meubles et je n'avais pas l'argent pour le reprogrammer puisque je venais de prêter 800 $ à maman pour des soins dentaires. J'ai commencé à me faire à l'idée d'être célibataire parce que cela semblait plus facile que d'essayer d'expliquer pourquoi les besoins de ma famille passaient toujours en premier. L'ironie, c'est que mon célibat est devenu leur critique favorite, alors que leur demande constante rendait presque impossible la construction d'une relation. J'étais prise dans un piège parfait, trop épuisée et fauchée pour avoir des rendez-vous réussis, puis honteuse d'être seule, ce qui me rendait encore plus désespérée de leur approbation, ce qui me maintenait dans le cycle de dire oui à tout. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que ce n'était pas une dynamique familiale normale jusqu'à ce qu'Alex arrive et commence à poser des questions inconfortables sur la raison pour laquelle j'étais toujours stressée et n'avais jamais d'argent malgré mon travail à plein temps comme infirmière. J'ai rencontré Alex à l'hôpital où je travaillais. Il était kinésithérapeute dans l'aile de rééducation. Et nous n'arrêtions pas de nous croiser lors des transferts de patients. Ce qui a commencé par des conversations amicales autour d'un café est progressivement devenu quelque chose de plus profond, bien que je l'ai gardé secret pendant des mois, non pas parce que j'avais honte d'Alex, mais parce que j'avais appris que présenter quelqu'un de nouveau à ma famille signifiait le soumettre à un interrogatoire, à des critiques et finalement à une déception lorsque je devais inévitablement choisir entre eux et une autre crise familiale. Alex était différent de tous ceux que j'avais fréquentés auparavant, calme, observateur et véritablement intéressé par mes pensées et mes sentiments, plutôt que de simplement les tolérer. La première fois que j'ai dû annuler nos plans parce que Sarah avait besoin que je la conduise visiter des lieux de mariage, Alex ne s'est pas mis en colère ou n'a pas été frustré. Au lieu de cela, il a demandé « Elle n'a pas de voiture ?» Quand j'ai expliqué qu'elle en avait une, mais qu'elle était trop anxieuse pour conduire en ville, il a marqué une pause pensive et a dit « C'est intéressant. À quelle fréquence ton anxiété à toi est-elle prise en compte de cette manière? » La question m'a frappée comme une gifle. Je n'avais jamais considéré que mes sentiments méritaient peut-être la même considération que j'accordais automatiquement à ma famille. Quand maman a appelé pendant un de nos rendez-vous, sanglotant à propos du dernier drame professionnel de papa et ayant besoin que je la calme de sa crise de panique, je me suis excusée auprès d'Alex et je me suis éloignée pour gérer la crise. Je suis revenue 20 minutes plus tard, m'attendant à de l'agacement, mais au lieu de ça, il a dit doucement « Tu avais l'air épuisé avant même de répondre à cet appel. Est-ce que ça arrive souvent? » C'est à ce moment-là que les vannes se sont ouvertes. Je me suis retrouvée à parler à Alex des demandes financières constantes, du travail émotionnel, de la façon dont chaque conversation devenait d'une manière ou d'une autre une critique de ce que je ne faisais pas bien. Au lieu de proposer des solutions ou de me dire de simplement faire avec, Alex a écouté, puis a dit quelque chose qui a tout changé. On dirait qu'ils te traitent plus comme une employée que comme leur fille. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un validait ce que je ressentais, mais que je ne pouvais pas exprimer. Alex n'a pas essayé de réparer ma famille ou de me convaincre de couper complètement les ponts, il m'a juste aidé à voir clairement les schémas. « Tu te rends compte que tu t'es excusé auprès de moi 3 fois ce soir pour des choses qui ne sont pas de ta faute, » a-t-il souligné après une autre soirée interrompue. Quand est-ce que l'un d'eux s'est excusé auprès de toi pour la dernière fois pour avoir perturbé tes plans? Je ne me souvenais pas d'un seul cas.
Alex est devenu celui qui me ramenait à la réalité, la personne qui soulignait gentiment que les familles saines ne fonctionnent pas sur la culpabilité, la manipulation et le sacrifice unilatéral. Avoir quelqu'un de mon côté qui me voyait réellement comme une personne digne d'être protégée plutôt qu'une ressource à gérer était révolutionnaire. Après 6 mois de relation, j'ai finalement trouvé le courage d'amener Alex au dîner du dimanche chez mes parents. Je l'avais préparé à l'interrogatoire à l'habituel, mais ce qui s'est passé était en quelque sorte pire. Ils ont été poliment dédaigneux, le traitant comme un inconvénient temporaire qu'il devait endurer. Maman lui a offert la chaise bancale au coin de la table sans même lui demander son nom d'abord, tandis que papa a à peine levé les yeux de son téléphone pour accuser réception de la présentation. « Alors, Alex, que faites-vous dans la vie ?» a demandé maman, avec le même ton qu'elle utiliserait pour interroger un vendeur au porte-à-porte. Quand il a expliqué son travail de kinésithérapeute, elle a hoché la tête vaguement et a dit « Oh, c'est bien », avant de se tourner immédiatement vers moi pour me demander si j'avais récupéré son ordonnance comme elle l'avait demandé. Les pics subtils ont commencé presque immédiatement. « Alex semble très pratique », a observé maman pendant que nous mettions la table, le faisant sonner comme un défaut de caractère. Quand Alex a complimenté la maison, papa s'est lancé dans un monologue sur la valeur des propriétés et les investissements intelligents, établissant clairement qu'Alex ne pourrait jamais s'offrir quoi que ce soit dans leur quartier. Sarah est arrivée avec un retard élégant, entrant en trombe avec son flair dramatique habituel, et soudain toute l'énergie a changé. « J'ai des nouvelles », a-t-elle annoncé, vibrant presque d'excitation en tendant sa main gauche. La bague de fiançailles était énorme, facilement 3 carats, et maman a littéralement eu le souffle coupé tandis que papa s'est levé d'un bond pour la serrer dans ses bras. « Brad m'a demandé en mariage hier soir au country club », a gloussé Sarah, et soudain Alex et moi aurions aussi bien pu être des meubles. Pendant l'heure suivante, la conversation a tourné entièrement autour des projets de mariage, des options de lieu, et de combien ils étaient fiers de Sarah d'avoir trouvé un homme si merveilleux. Brad était apparemment un cadre de la finance qui avait déjà acheté un appartement à Sarah et parlait de fonder une famille tout de suite. « Enfin, nous allons avoir le mariage dont nous avons toujours rêvé », a dit maman, les larmes aux yeux. Sarah a trouvé quelqu'un qui peut vraiment prendre soin d'elle. Le sous-entendu flottait dans l'air comme de la fumée. J'ai vu la mâchoire d'Alex se contracter alors que papa sortait son téléphone pour montrer le profil LinkedIn de Brad, se vantant de son salaire et de ses relations. Quand Sarah a mentionné qu'il pensait à un mariage à l'étranger en Italie, maman a commencé à planifier comment il pourrait aider avec les coûts. La même femme qui m'avait dit d'explorer les options de prêt pour l'université parlait déjà de liquider des investissements pour le mariage de rêve de Sarah. Alex et moi sommes partis tôt, prétextant que je travaillais le lendemain matin, mais en réalité parce que je ne pouvais plus supporter une minute de plus de voir ma famille vénérer le succès de Sarah tout en traitant ma relation comme une phase embarrassante que j'allais, espérons-le, bientôt dépasser. L'appel est arrivé 2 semaines avant Thanksgiving. La voix de maman avait ce ton artificiellement doux qu'elle utilisait pour annoncer de mauvaises nouvelles qu'elle essayait de présenter comme raisonnables. « Ma chérie, je voulais te parler de Noël cette année, » a-t-elle commencé, et je savais déjà que je n'allais pas aimer la suite. Sarah et Brad ont demandé une célébration plus intime, juste des couples, tu sais, ils veulent commencer à établir leur propre tradition familiale. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Après 32 ans de Noëls en famille, je n'étais soudainement plus la bienvenue parce que j'étais célibataire. « Qu'est-ce que tu veux dire par « seulement les couples » ai-je demandé, en essayant de garder ma voix stable. « Eh bien, ce sera juste moi et ton père, Sarah et Brad. Une belle soirée tranquille pour nous 4. » Le calcul était simple et brutal. Je ne comptais pas parce que je n'avais pas le bon statut relationnel. En fait, maman, je vois quelqu'un. Je pourrais amener Alex. Il y eut une pause qui s'éternisa, et quand elle reprit la parole, son ton avait changé pour une irritation à peine dissimulée. « Oh, ma chérie, nous avons déjà tout prévu pour un nombre spécifique de personnes. Ce serait vraiment gênant de changer tout le dîner maintenant. En plus, tu sais comment Sarah est avec les changements de dernière minute, avec le stress du mariage et tout le reste. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais.
La même femme qui ajoutait régulièrement des voisins au hasard et des parents éloignés au dîner de fête était soudainement préoccupée par le nombre exact d'invités. « Vous n'avez eu aucun problème à ajouter Brad à Noël, ai-je fait remarquer. « C'est différent, dit-elle rapidement. C'est le fiancé de Sarah. C'est sérieux. Tu ne sors avec ce Alex que depuis quelques mois. 6 mois, en fait. Mais qui comptait? De plus, continua-t-elle, sa voix prenant ce ton condescendant que je connaissais si bien, ne serait-il pas mieux de passer les fêtes à apprendre à vous connaître sans toute la pression familiale? Vous pourriez avoir votre propre petite célébration. Le renvoi était total. Non seulement on me désinvitait, mais ma relation était minimisée comme une simple amourette qui ne méritait pas la reconnaissance familiale. Je comprends si tu es déçu, ajouta maman, sans avoir l'air de comprendre du tout, mais le bonheur de Sarah était vraiment important en ce moment. C'est un moment si spécial pour elle. Comme toujours, les sentiments de Sarah comptaient plus que les miens. La relation de Sarah était plus valide que la mienne. Le bonheur de Sarah valait mon exclusion. J'ai raccroché avec l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac, mais Alex m'a juste tenue dans ses bras pendant que je pleurais et a dit doucement « Maintenant, tu sais exactement où tu te situes avec eux. La question est, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? » 3 jours après la conversation sur le Noël intime, Salim réservée au couple, la story Instagram de Sarah a fait voler en éclats le mensonge. Elle avait posté une vidéo en boomerang d'elle-même, en train d'écrire des invitations de mariage avec la légende. Hâte que tout le monde rencontre Brad à Noël. Ça va être une super fête avec toute la famille. J'ai fait une capture d'écran avec les mains tremblantes et j'ai parcouru ses publications récentes. Il y avait des photos d'elle en train d'acheter des décorations de fête, un sondage demandant à ses abonnés de voter pour des options d'apéritif et une photo d'une liste d'invités que je pouvais voir en partie. Elle incluait ma tante et mon oncle de Portland, mes cousins, et même des amis de la famille que je n'avais pas vus depuis des années. La célébration intime pour 4 était en fait une énorme fête de fin d'année où j'étais le seul membre de la famille non invité. J'avais l'impression que j'allais vomir. Alex m'a trouvé en pleurs sur le canapé, le téléphone sur mes genoux, fixant la preuve de la trahison de ma famille. « Ils m'ont menti », ai-je dit, en lui montrant les captures d'écran. « Ce n'est pas réservé au couple, c'est tout le monde sauf moi. » Alex a étudié les images en silence, puis s'est assis à côté de moi. « Ce n'était pas une mauvaise communication ou un malentendu, » a-t-il dit doucement. « C'était un choix délibéré de t'exclure et ensuite de mentir sur la raison. » La vérité était bien pire que ce que j'avais imaginé. Ils ne m'avaient pas seulement des invités. Ils avaient élaboré une tromperie complexe pour que leur rejet paraisse raisonnable. Maman avait répété ce discours sur le désir d'intimité de Sarah, tout en sachant pertinemment qu'il préparait la plus grande fête de Noël depuis des années. « Mais pourquoi ?» ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. « Parce que tu ne correspondais pas à leur récit, » a dit Alex. « Tu n'es pas l'histoire à succès qu'ils veulent t'exhiber. Tu n'es pas marié à quelqu'un de riche, tu ne leur donnes pas de petits-enfants, tu ne leur donnes pas une bonne image auprès de leurs amis. » Il a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. « Ce n'est plus de l'inattention ou du favoritisme, c'est de la violence psychologique. Ils utilisent dans l'exclusion comme une punition pour ne pas être celle qu'ils veulent que tu sois. » Le mot violence m'a frappé comme de l'eau froide. J'avais toujours minimisé leur comportement en le qualifiant de favoritisme ou d'inattention. Mais Alex avait raison. Les familles normales ne mentent pas pour exclure des membres. Les familles normales n'utilisent pas les fêtes comme des armes. Les familles normales ne vous punissent pas d'être célibataire en prétendant que vous n'existez pas. Ils savaient que cela te ferait du mal, a poursuivi Alex. Et ils ont décidé que ta douleur valait la peine pour éviter l'embarras d'avoir leur fille non mariée à leur fête. Pour la première fois, j'ai vu clairement le traitement que ma famille me réservait, non pas comme un amour conditionnel, mais comme une manipulation avec des conséquences. Le lendemain de la découverte des mensonges de Sarah sur Instagram, je passais devant l'épicerie du coin près de mon appartement quand j'ai vu le panneau de la loterie clignoter « Jackpot de 50 millions de dollars ce soir ».
D'habitude, j'aurais levé les yeux au ciel face à l'irresponsabilité financière du jeu alors que je pouvais à peine me payer mes courses après avoir couvert la dernière dépense d'urgence de maman. Mais quelque chose à ce moment-là, la trahison encore fraîche, l'humiliation d'être le secret de famille qu'ils avaient honte de reconnaître, m'a fait entrer et poser 5 $ sur le comptoir. Un quick pick pour le tirage de ce soir, ai-je dit au caissier, me sentant stupidement rebelle. C'était la chose la plus irréfléchie que j'avais faite depuis des années, et c'était incroyable. En rentrant à la maison, Alex a haussé un sourcil en voyant le billet de loterie que j'avais collé sur notre réfrigérateur avec un aimant en forme de banane. « Tu prévois notre évasion de la réalité ?» a-t-il demandé avec un sourire. « Juste mon petit acte de rébellion contre le fait d'être la personne responsable, » ai-je dit, mais nous avons ensuite commencé à en parler vraiment. Que ferions-nous avec 50 millions de dollars? Alex a dit qu'il démissionnerait et ouvrirait un centre de rééducation pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre la kinésithérapie. Je me suis surprise en disant que je disparaîtrais pendant un certain temps, peut-être voyager en Europe comme j'en avais toujours rêvé mais n'avais jamais pu le faire parce que quelqu'un avait toujours plus besoin de mon argent que moi de mes rêves. « Le dirais-tu à ta famille? » a demandé Alex. Et la question m'a frappé plus fort que prévu. 6 mois auparavant, la réponse aurait été automatique. Bien sûr que je leur dirais, bien sûr que je partagerais, bien sûr que je résoudrais tous leurs problèmes parce que c'est ce que font les familles. Mais assise là, après avoir été délibérément exclue de Noël, après des années à être leur distributeur de billets et leur système de soutien émotionnel sans recevoir autre chose que des critiques en retour, je n'étais pas sûre. Je leur donnerai probablement de l'argent, dis-je lentement, mais je pense que je les ferai travailler pour l'obtenir. Fini les chèques en blanc pour régler des problèmes qu'ils ont créés. Alex a hoché la tête pensivement. 50 millions de dollars changeraient certainement la dynamique du pouvoir. Nous en avons ri, traitant cela comme le fantasme que c'était manifestement, mais cette nuit-là, je me suis surprise à fixer le billet et à imaginer ce que ce serait de ne plus avoir besoin de leur approbation, d'avoir assez d'argent pour que leur manipulation financière ne puisse pas m'atteindre, de pouvoir dire non sans craindre d'être complètement coupé d'eux. Ce n'était qu'un stupide billet de loterie, un acte de défi à 5 $, mais il représentait quelque chose de plus grand, la première fissure dans mon habitude de toujours faire passer leurs besoins avant mon propre respect. 2 semaines plus tard, je préparais mon café avant mon service du matin quand je me suis souvenue du billet de loterie toujours collé sur notre réfrigérateur. Le tirage avait eu lieu samedi soir et je l'avais complètement oublié avec le stress du travail et le drame familial en cours. J'ai affiché les numéros gagnants sur mon téléphone tout en remuant la crème dans ma tasse, plus par curiosité que par réel espoir. Le premier numéro correspondait. Coïncidence. Le deuxième numéro correspondait. Bizarre. Au troisième numéro correspondant, ma main a commencé à trembler. Le quatrième m'a fait m'asseoir brusquement sur une chaise de cuisine. Quand le cinquième numéro a correspondu, j'ai cru que je faisais une crise cardiaque. J'ai fixé l'écran de mon téléphone, puis le billet, puis de nouveau mon téléphone. Les 5 numéros plus le Powerball. 50 millions de dollars. Ce devait être une erreur. J'ai effacé mon navigateur et j'ai cherché à nouveau. Les mêmes numéros. J'ai téléchargé l'application officielle de la loterie et j'ai vérifié. Les mêmes numéros. J'ai appelé la hotline de la loterie et j'ai écouté l'enregistrement automatisé confirmer les numéros gagnants pendant que je tenais le billet à la lumière comme si cela allait changer ce qui y était imprimé. « Alex !» ai-je crié, et il est arrivé en courant de la chambre en pensant que quelqu'un était en train de mourir. D'une certaine manière, quelqu'un l'était. L'ancienne moi, la moi fauchée, la moi qui devait choisir entre l'approbation familiale et le respect de soi, parce que je ne pouvais pas me permettre de perdre leur filet de sécurité financier. « Je crois que j'ai gagné à la loterie », ai-je murmuré, en tendant le billet avec des mains tremblantes. Alex m'a regardé comme si j'avais perdu la tête jusqu'à ce que je lui montre les numéros. Nous avons passé l'heure suivante à le vérifier par tous les canaux possibles, à appeler le bureau de la loterie, à rechercher ce qui se passe ensuite, à lire sur les impôts et les implications juridiques. C'était réel. Après impôts, je toucherais environ 30 millions de dollars, de l'argent qui change une vie. « Nous ne pouvons le dire à personne », ai-je dit soudainement, la réalité me frappant. « Pas encore, pas tant que nous n'aurons pas compris ce que cela signifie. »
Alex a immédiatement hoché la tête. « Ta famille va perdre la tête quand ils l'apprendront. » C'est exactement ce dont j'avais peur, ou peut-être ce que j'espérais. Pour la première fois de ma vie, j'avais quelque chose qu'ils voulaient plus qu'ils ne pouvaient me manipuler pour l'obtenir. J'avais le pouvoir. La question était de savoir ce que j'allais en faire. Nous étions assis dans notre petite cuisine, tenant un morceau de papier valant plus d'argent que je ne pouvais l'imaginer, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Une liberté totale de n'avoir besoin de rien de personne. C'était terrifiant et exaltant et absolument enivrant. Je me suis déclarée malade au travail le lundi après avoir confirmé le gain, prétextant une mauvaise grippe qui me tiendrait à l'écart pendant au moins une semaine. En réalité, j'ai passé ce temps à rencontrer des conseillers financiers, des fiscalistes et des avocats, apprenant à gérer une richesse soudaine de manière responsable. L'ironie ne m'a pas échappé. Après des années où ma famille critiquait mes décisions financières, j'étais maintenant assise dans des salles de conférence avec des gens qui géraient l'argent de célébrités et de dirigeants de la tech. J'ai mis en place des fiducies, ouvert des comptes d'investissement et créé un plan qui garantirait que cet argent durerait des générations s'il était bien géré. La conseillère financière, Patricia, était une femme pragmatique d'une 50aine d'années qui avait vu de nombreux gagnants de loterie détruire leur vie. La plus grande erreur que les gens font est de le dire à tout le monde immédiatement, a-t-elle prévenu. L'argent change toutes les relations que vous avez, et généralement pas pour le mieux. Prenez le temps de décider en qui vous pouvez avoir confiance. Pendant ce temps, ma famille a maintenu son silence radio post-Noël. Maman a envoyé un SMS générique de bonne année qui ressemblait plus à une obligation qu'à un sentiment sincère. Sarah a publié des stories Instagram de son voyage au ski avec Brad, financé par l'argent du cadeau de fiançailles que maman et papa leur avaient donné. Les mêmes parents qui étaient toujours trop fauchés pour m'aider finançaient d'une manière ou d'une autre les vacances de luxe de ma sœur. Pour la première fois, j'ai observé leur schéma avec des yeux clairs, au lieu de traverser le brouillard d'une loyauté familiale désespérée. Papa se plaignait constamment d'argent, mais trouvait toujours des fonds pour les urgences de Sarah. Maman me culpabilisait sur les obligations familiales sans jamais attendre la même chose de son enfant dîne. Or, il m'avait appris à croire que demander l'équité était égoïste, que souligner les doubles standards était dramatique, que vouloir un respect de base était trop exigé. Mais maintenant, assise dans le bureau de mon avocat, à examiner des documents de fiducie valant plus d'argent que mes parents n'enverraient en 5 vies, leur manipulation me semblait plus petite, d'une certaine manière. Ils avaient passé des décennies à me faire sentir que j'avais besoin de leur approbation pour avoir de la valeur, que le fait d'être célibataire me rendait incomplète, que mes difficultés financières étaient des défauts de caractère. Je réalisais maintenant qu'ils avaient projeté leurs propres insécurités sur moi tout en utilisant ma culpabilité et ma nature de vouloir plaire à tout le monde pour soutenir leurs égos et leurs comptes en banque. Le silence radio qui m'aurait autrefois plongé dans une spirale de doute me semblait maintenant un cadeau. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais libre de prendre des décisions sans considérer comment elles affecteraient l'humeur, le budget ou l'opinion de ma famille sur moi. C'était enivrant, terrifiant et absolument libérateur. Début janvier, ma cousine Emma a publié son album photo de Noël. Et j'ai fait l'erreur de le parcourir pendant ma pause déjeuner. Ce que j'ai vu a fait monter ma tension artérielle si violemment que j'ai dû sortir prendre l'air. La réunion intime réservée au couple avait été une fête immense. Au moins 30 personnes entassées dans le salon de mes parents, des membres de la famille élargie que je n'avais pas vus depuis des années, des amis de la famille, des voisins, même la colocataire d'université de Sarah. Tout le monde était là, sauf moi. Mais la photo qui m'a physiquement rendue nauséeuse était celle de la table de la salle à manger. Là, entre ma tante et mon cousin Marc, se trouvait une chaise vide avec une pancarte manuscrite scotchée au dossier qui disait « Pour notre membre de la famille manquant ». Emma m'avait même tagué sur la photo avec un emoji en pleurs et la légende « Tu nous as tellement manqué, j'espère que tu te sens mieux ». Le génie manipulateur de la chose était stupéfiant. Ils avaient bien créé un récit public où j'étais le membre de la famille absent qui avait choisi de ne pas venir, tandis qu'eux étaient les parents aimants qui m'avaient quand même gardé une place.
N'importe qui en regardant cette photo penserait que j'étais le problème, la fille ingrate qui ne pouvait pas se donner la peine de venir pour Noël. Les commentaires de parents que je connaissais à peine étaient encore pires. Si triste quand la famille ne peut pas mettre de côté ses différends pour les fêtes. Et je prie pour la guérison de votre famille. Ma mère avait orchestré cela à la perfection. Elle m'avait exclue, avait menti sur la raison, puis avait transformé mon absence en une arme de culpabilisation et une campagne de relations publiques. La chaise vide ne pleurait pas mon absence, elle affichait mon échec à être le membre de la famille qu'il voulait. J'ai tout capturé en capture d'écran et je les ai envoyés à Alex, qui m'a immédiatement appelé. « C'est de la guerre psychologique », a-t-il dit, la voix tendue de colère. « Ils essaient de te faire sentir coupable pour quelque chose qu'ils t'ont fait. » Pour une fois, je ne me sentais pas coupable. J'étais furieuse, assise dans ma voiture devant l'hôpital où je travaillais, fixant les photos d'une fête de famille dont j'avais été délibérément exclue. J'ai senti quelque chose changer définitivement en moi. Ces gens avaient passé Noël à boire et à rire, tout en me couvrant publiquement de honte pour ne pas être là. Ils avaient transformé ma douleur en leur performance artistique. J'ai réalisé que je n'avais pas seulement de l'argent maintenant, j'avais de la clarté. Et pour la première fois de ma vie, j'étais plus en colère contre eux que contre moi-même. Cette chaise vide allait les hanter bien plus qu'elle ne me hantait, surtout quand ils découvriraient ce que j'avais fait pendant qu'ils jouaient à leur jeu. Le mois de janvier a apporté une série de changements subtils mais révélateurs dans le comportement de ma famille. Papa a commencé à appeler à l'improviste, ce qu'il n'avait jamais fait dans ma vie d'adulte. Les conversations étaient maladroitement décontractées, comme s'il lisait un script. « Je voulais juste voir comment tu allais, ma grande, » disait-il. Puis il parvenait toujours à glisser des commentaires sur les temps difficiles à l'entreprise et comment l'économie frappe vraiment durement les petites entreprises. Il ne m'avait jamais parlé de son travail auparavant. J'en avais appris plus sur ses difficultés professionnelles en 3 appels téléphoniques qu'au cours de la décennie précédente. L'approche de maman était différente, mais tout aussi transparente. Après des mois à me traiter comme si je n'existais pas, elle voulait soudainement prendre des nouvelles et renouer en tant que mère et fille. Elle m'envoyait des textos pour me demander des nouvelles de mon travail, de ma santé, de mes projets, avec un enthousiasme qui semblait jouer plutôt que sincère. « Je sais que nous n'avons pas beaucoup parlé dernièrement », a-t-elle dit lors d'une conversation forcée, mais j'ai réfléchi à l'importance de la famille, surtout dans les moments difficiles. L'expression « moment difficile » revenait sans cesse dans chaque interaction, mais le comportement de Sarah était le plus révélateur de tous. Ma sœur, qui avait à peine reconnu mon existence sur les réseaux sociaux pendant des années, est soudainement devenue ma plus grande fan en ligne. Elle a commencé à aimer toutes mes publications Instagram, à commenter avec des cœurs et des messages « Tu me manques » sur des photos datant de plusieurs mois. Elle a même partagé une vieille photo de nous enfants avec une légende sur l'amour sororal qui donnait l'impression qu'elle essayait de reconstruire une relation qui n'avait jamais vraiment existé. Quand j'ai posté une photo du déjeuner qu'Alex et moi avions pris après une randonnée, Sarah a immédiatement commenté « Vous deux êtes si mignons, on devrait tous se voir bientôt ». Venant de la femme qui avait à peine parlé à Alex au dîner et avait spécifiquement demandé qu'il ne soit pas invité à Noël. Le désespoir devenait évident, mais ils essayaient encore d'être subtils, pas encore de demande directe d'argent. Juste une campagne coordonnée pour rétablir le lien émotionnel et me rappeler les liens familiaux. Ils préparaient le terrain, tâtaient le terrain, pour voir si j'étais toujours la même bonne poire qui signerait des chèques pour maintenir la paix. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'observais leur performance avec 30 millions de dollars en banque et une perspective complètement différente de la loyauté familiale. J'ai répondu poliment à leurs avances, mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'étais curieuse de voir combien de temps ils maintiendraient en cette mascarade avant que le véritable désespoir n'apparaisse. En février, l'approche subtile a été complètement abandonnée. Maman a commencé à appeler avec des urgences de plus en plus dramatiques qui semblaient toutes nécessiter une intervention financière immédiate. D'abord, c'était sa voiture. La transmission avait soudainement lâché et ils avaient besoin de 3 000 $ pour les réparations parce que la situation professionnelle de papa était trop instable
pour le financer. Quand j'ai suggéré qu'il cherche des voitures d'occasion plutôt que des réparations coûteuses, elle est devenue sur la défensive et a commencé à pleurer sur le fait que tout le monde a une famille sur qui compter. 2 semaines plus tard, Sarah avait besoin d'aide pour les acomptes du lieu de mariage, parce que l'entreprise de Brad traversait une restructuration et son bonus avait été retardé. « C'est juste 15 000! » appelaient des mamans. « Et tu sais que Sarah rêve de ce mariage depuis toute sa vie. On ne peut pas la laisser tomber maintenant. » L'audace était à couper le souffle, me demander de financer le mariage dont j'avais été exclue. Comme je n'ai pas immédiatement accepté, Sarah a commencé à m'envoyer des textos directement, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. « Je sais que nous n'avons pas été aussi proches dernièrement, » disait son message, « mais j'espère vraiment que tu pourras m'aider à réaliser mon mariage de rêve. Tu sais à quel point la famille compte pour moi. » La même famille qui avait littéralement mis une chaise vide à ma place à Noël. La situation professionnelle temporaire de papa est devenue la crise suivante, nécessitant un prêt relais de 20 000 $ pour maintenir l'entreprise à flot jusqu'à ce que les choses s'arrangent. La voix de maman devenait de plus en plus tendue à chaque appel, la douceur artificielle remplacée par une panique à peine contrôlée. « Je ne sais pas vers qui d'autre me tourner », a-t-elle dit. Et pour la première fois, je l'ai cru. Ils étaient clairement en grande difficulté financière, ce qui expliquait l'intérêt soudain pour reconstruire notre relation. Les demandes n'ont cessé d'augmenter, les retouches de la robe de Sarah, l'assurance professionnelle de papa, les factures médicales de maman qui n'étaient pas entièrement couvertes. Chaque appel était accompagné d'explications de plus en plus élaborées sur les raisons pour lesquelles ils ne pouvaient pas s'en charger eux-mêmes et de rappels de plus en plus culpabilisants sur les obligations familiales. « Tu as toujours été si responsable avec l'argent, » a dit maman lors d'une conversation particulièrement désespérée. « Et nous savons que tu as ce bon travail d'infirmière. Tu pourrais sûrement nous aider à traverser cette mauvaise passe? » Ils n'avaient aucune idée que leur fille responsable était assise sur plus d'argent qu'ils n'enverraient en plusieurs vies, les regardant exécuter cette danse de plus en plus frénétique de manipulation et de désespoir. Une partie de moi voulait mettre fin à leur souffrance immédiatement, mais une plus grande partie de moi voulait voir jusqu'où ils iraient avant de dire la vérité sur leur situation. En mars, ma façade soigneusement construite a commencé à se fissurer lorsque ma cousine Emma a mentionné à ma tante qu'elle avait entendu dire que j'étais en arrêt maladie depuis des semaines. Les petites villes parlent, et d'une manière ou d'une autre, cette information est revenue à ma mère, qui a appelé immédiatement avec une panique à peine dissimulée dans sa voix. « Emma a dit que tu es en arrêt de travail depuis presque 2 mois, » a-t-elle dit sans même me saluer. « Est-ce que ça va? As-tu perdu ton emploi? » Je pouvais entendre les calculs se faire en temps réel. Si j'étais au chômage, leur filet de sécurité financier venait de disparaître. Quand j'ai expliqué que j'avais pris un congé maladie prolongé pour cause de stress et que j'examinais mes options, le ton a changé radicalement. Au lieu de s'inquiéter pour mon bien-être, j'ai eu droit à une leçon sur la responsabilité et les mauvais choix de vie. « C'est exactement ce que je craignais », a dit maman, sa voix acérée de frustration. « Tu ne peux pas simplement arrêter de travailler parce que tu es stressée, ma chérie. Ce n'est pas comme ça que le monde réel fonctionne. » L'ironie m'était stupéfiante. La même femme qui me suppliait de lui donner de l'argent depuis des mois me réprimandait maintenant d'être financièrement irresponsable. Papa a appelé plus tard dans la journée pour en rajouter. « Ta mère est morte d'inquiétude pour toi, » a-t-il dit, bien que son ton suggère qu'il était plus inquiet pour ses propres problèmes que pour mon bien-être. Tu ne peux pas simplement quitter un bon travail parce que tu as des problèmes personnels. Tu dois penser à ton avenir. L'approche de Sarah était différente mais tout aussi cruelle. Elle a commencé à faire des commentaires passifs-agressifs sur les réseaux sociaux à propos des gens qui abandonnent quand les choses deviennent difficiles et a publié des citations inspirantes sur la persévérance dans les moments difficiles. Comme je ne répondais pas, elle a appelé directement. « Je suis vraiment inquiète pour toi, » a-t-elle dit, sans paraître inquiète du tout. Toute cette histoire de chômage me semble vraiment irresponsable, surtout quand des membres de la famille comptent sur toi. Voilà, l'aveu qu'il comptait sur moi financièrement, présenté comme une critique pour ne pas être disponible, pour être utilisé. La partie la plus tordue était que même en me traitant d'irresponsable et de chômeuse,
Ils s'attendaient toujours à ce que je les aide avec leurs urgences. Maman m'a carrément demandé si je pouvais trouver un moyen d'aider avec la crise de l'entreprise de papa, suggérant que je contracte des prêts ou que je demande de l'argent à Alex. Ils voulaient me faire honte d'être fauchée tout en s'attendant à ce que je finance leur style de vie. C'était du gaslighting manipulateur à son paroxysme, me faire sentir coupable de problèmes que je n'avais pas, tout en exigeant des solutions que je n'étais soi-disant pas en mesure de fournir, les voir révéler leur vraie nature si complètement valaient presque les mois de tromperie. L'appel est arrivé un jeudi soir de fin mars, et j'ai su dès le premier sanglot de maman que la mascarade était enfin terminée. « Ma chérie, je dois te dire quelque chose. » a-t-elle commencé, la voix étranglée par des larmes qui semblaient sincères pour la première fois depuis des mois. Nous allons perdre la maison. Toute l'histoire a jailli entre des sanglots étouffés et des respirations paniquées. Papa avait perdu son travail il y a 6 mois, mais avait été trop fier pour l'admettre. Ils vivaient sur leur carte de crédit et des prêts sur la valeur de leur maison, pensant qu'ils trouveraient quelque chose rapidement. Pendant ce temps, papa avait pris des décisions d'investissement de plus en plus désespérées, essayant de combler le déficit rapidement, en plaçant leurs économies restantes dans des crypto-monnaies et des actions à 1 centime qui s'étaient effondrées de manière spectaculaire. Ils avaient 3 mois de retard sur leurs prêts hypothécaires. Leur carte de crédit était au maximum et ils faisaient face à une saisie dans 60 jours. « Je ne sais pas ce que nous allons faire, » a pleuré maman. Nous n'avons jamais été dans une telle situation. Nous pourrions tout perdre, la maison, notre crédit, toute notre vie. Puis était venue la demande, livrée avec toute la force de 30 ans de manipulation pratiquée. Je sais que tu traverses tes propres difficultés en ce moment avec ta situation professionnelle, mais tu es la seule qui pourrait peut-être nous aider. Pourrais-tu éventuellement contracter une sorte de prêt? Ton crédit est bon et les banques font confiance aux infirmières. Peut-être un prêt personnel de 50 000, nous pourrions te rembourser une fois que papa trouvera du travail. Quand j'ai hésité, les armes émotionnelles sont sorties avec force. La famille s'entraide, ma chérie, c'est ce que nous faisons. Ton père et moi avons tout sacrifié pour toi et Sarah. Nous avons payé vos études, vous avons soutenu pendant l'école d'infirmière, vous avons donné un foyer où revenir quand vous en aviez besoin. Rien de tout cela n'était vrai, mais elle pleurait trop fort pour se soucier des faits. Je n'arrive pas à croire que je doive même demander ça à ma propre fille, a-t-elle poursuivi, sa voix devenant plus acérée. Mais quel choix ai-je? Sarah et Brad ne font que commencer. Ils ne peuvent pas aider. Tu es la seule avec une carrière stable et un bon crédit. Puis vint le coup de grâce. Comment peux-tu être si égoïste alors que tes propres parents sont sur le point d'être sans abri? Est-ce vraiment le genre de personne que tu veux être? J'étais assise dans ma cuisine, écoutant ma mère me supplier de détruire mon crédit pour régler des problèmes qu'elle m'avait cachés pendant des mois, tandis que 30 millions de dollars dormaient sur des comptes d'investissement dont elle ne savait rien. La manipulation était si classique qu'elle en était presque impressionnante. Mais pour la première fois de ma vie, je ne tombais pas dans le panneau. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai pris une décision qui aurait été impossible il y a 6 mois. Maman, avant de parler d'argent, je dois te poser une question. Pourquoi n'ai-je pas été invitée à Noël? Les sanglots se sont arrêtés brusquement. Il y a eu une longue pause, puis sa voix y est revenue, nettement moins larmoyante. Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Nous sommes sur le point de perdre notre maison et tu parles de Noël? J'en parle parce que je veux comprendre quelque chose, ai-je dit calmement. Tu m'as dit que c'était réservé au couple, mais j'ai vu les photos d'Emma. Il y avait 30 personnes. Tout le monde sauf moi. C'était différent, a-t-elle balbutié. Sarah avait besoin de soutien pendant ses fiançailles et nous avons pensé que ce serait moins stressant. Tu m'as menti? Ai-je interrompu. Tu m'as dit que c'était intime alors que vous aviez prévu une énorme fête. Vous m'avez exclu spécifiquement et ensuite vous avez mis une chaise vide avec une pancarte pour me faire passer pour la méchante. Le ton de maman est devenu indigné. Tu es incroyablement dramatique à ce sujet. C'était une seule fête et franchement, ton attitude ces derniers temps a été très difficile. Sarah et Brad voulaient célébrer leur fiançailles sans aucune négativité. Donc ma présence aurait été de la négativité? Ai-je demandé.
Et toutes ces années où vous avez critiqué mon célibat, et le double standard où Sarah reçoit une aide financière pour tout alors que moi, j'ai droit à des leçons sur la responsabilité? Je n'arrive pas à croire que tu ramènes ça à toi alors que ton père et moi risquons de nous retrouver à la rue, a claqué maman, sa voix acérée de colère. C'est exactement de ça que je parle. Tu déformes toujours tout pour que ça tourne autour de tes sentiments au lieu de penser à ce dont la famille a besoin. Le gaslighting était si fluide, si rodé. En une seule phrase, elle avait rejeté des années de traitement inégal comme étant le fruit de mon imagination et recadré mes questions légitimes comme un drame égoïste. « Nous t'avons tout donné, a-t-elle poursuivi, sa voix s'élevant. Nous t'avons élevé, nourri, aimé. Et c'est comme ça que tu nous remercies, en ressortant de vieilles rancunes mesquines alors que nous avons désespérément besoin d'aide. » Des rancunes mesquines, ai-je répété doucement. C'est comme ça que vous appelez le fait d'être exclu? Des célébrations familiales et traité comme une déception pendant 30 ans? Tu es ridicule, a-t-elle dit fermement. La famille, ça veut dire être là quand les gens ont besoin de toi, pas tenir les comptes de tort imaginaires. Vas-tu nous aider ou non? C'était une manipulation magistrale, minimiser mes préoccupations légitimes tout en positionnant tout refus d'aider comme une trahison. Mais je n'étais plus la même personne qui se serait effondrée sous cette pression il y a 6 mois. Je ne vais contracter aucun prêt, maman, dis-je doucement, ma voix plus stable qu'elle ne l'avait jamais été lors d'une de ces conversations. Je ne mettrai pas mon avenir financier en péril pour régler des problèmes que vous avez créés et que vous m'avez cachés pendant des mois. Espèce d'égoïste, commença-t-elle, mais je la coupai. En fait, maman, il y a quelque chose que je devrais probablement mentionner. J'ai gagné à la loterie il y a 2 mois, 50 millions de dollars. Le silence s'étira si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Quand maman a finalement parlé, sa voix n'était qu'un murmure. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai gagné à la loterie, la nuit après que tu m'aies désinvité de Noël, en fait. Alex et moi avons rencontré des conseillers financiers et des avocats pour tout mettre en place correctement. Une autre longue pause, puis une explosion. 50 millions de dollars? Sa voix se brisa sous le volume. Tu avais 50 millions de dollars pendant tout ce temps, pendant que nous te supplions de nous aider, pendant que nous perdons notre maison? Je les ai depuis environ 10 semaines, ai-je corrigé calmement. Et oui, je vous ai regardé me supplier de l'aide pendant que je digère ce que notre relation signifie réellement. Je n'arrive pas à croire ça, dit-elle, sa voix passant rapidement du choc à la fureur. Tu nous as menti. Tu as fait semblant d'être fauché alors que nous sommes au bord de la faillite. Je n'ai rien prétendu du tout, dis-je. Vous avez supposé que j'étais fauchée quand vous avez entendu que j'avais pris un congé. Je ne l'ai jamais confirmé ni nié. Papa a dû attraper le téléphone, car soudain sa voix criait dans mon oreille. 30 millions de dollars, et tu nous as regardés souffrir. Quelle sorte de fille es-tu? Le genre qui avait besoin de voir qui vous étiez vraiment, ai-je répondu. Le genre qui voulait comprendre ce que la famille signifiait réellement pour vous. C'est de la folie. La voix de maman venait de l'arrière-plan. Rends-nous le téléphone. Nous devons en parler correctement. Tu dois nous aider immédiatement. Nous sommes une famille. Le mot « famille » qui avait été utilisé pour me culpabiliser pendant des années sonnait maintenant exactement comme ce qu'il était, un terme transactionnel. Ils n'appelaient pas parce qu'ils m'aimaient ou que je leur manquais ou qu'ils voulaient reconstruire notre relation. Ils appelaient parce qu'ils avaient besoin de mon argent et maintenant ils savaient exactement de combien d'argent il s'agissait. « Voici ce que je suis prête à faire, » dis-je, coupant court au cri de papa. Je rembourserai votre prêt hypothécaire et couvrirai les frais de subsistance de base pendant 6 mois pendant que vous vous remettez sur pied. Mais je ne financerai pas le style de vie qui vous a mis dans ce pétrin et je ne paierai pas pour le mariage à l'étranger de Sarah. La ligne était devenue silencieuse, à l'exception de respirations lourdes. Qu'est-ce que tu veux dire par tu ne paieras pas pour le mariage? La voix de maman était maintenant dangereuse, comme si j'avais commis un péché impardonnable. Je veux dire que le mariage de Sarah est un luxe, pas une nécessité. Vous voulez que je vous sorte de la faillite pour que vous puissiez organiser une fête à 100 000 $? Ça n'arrivera pas.
C'est ta sœur, a explosé papa. C'est le mariage de ses rêves. Comment peux-tu être si cruel? De la même manière que vous avez pu m'exclure de Noël, ai-je répondu d'un ton égal. De la même manière que vous avez pu me mentir en face en disant que c'était réservé aux couples. De la même manière que vous avez pu mettre une chaise vide pour me faire honte publiquement, tout en planifiant la plus grande fête de l'année. Tu vas nous tenir rigueur d'une seule erreur pour toujours? A exigé maman. Alors que nous sommes désespérés et avons besoin d'aide? Ce n'était pas une seule erreur, maman. Ce sont 30 années d'erreur, 30 ans à me traiter comme un plan de secours pendant que Sarah a le rôle principal. Je ne récompenserai pas ce schéma avec des millions de dollars. Sarah a dû attraper le téléphone car soudain elle me criait dessus. Espèce de garce vindicative, je n'arrive pas à croire que tu gâcherais mon mariage parce que tu es jalouse. C'est mon seul jour spécial. Ton jour spécial auquel je n'étais pas assez bien pour assister, lui ai-je rappelé. Ton jour spécial que tu t'attends à ce que je finance après m'avoir exclu de la fête de fiançailles. Nous sommes ta famille. Papa était de retour au téléphone. Si tu ne nous aides pas, tu le regretteras pour toujours. Nous ne te parlerons plus jamais. Est-ce une menace ou une promesse? Ai-je demandé. Le silence qui a suivi était assourdissant. Tu fais une énorme erreur, a dit maman finalement, sa voix froide comme la glace. Ne reviens pas en rampant vers nous quand tu réaliseras que l'argent ne peut pas t'acheter une famille. Tu as raison, dis-je. L'argent ne peut pas m'acheter une famille. Mais il peut me montrer qui est ma vraie famille, et apparemment, ce n'est pas vous. Tu le regretteras, siffla Sarah. Quand tu seras vieille et seule, sans personne qui t'aime, tu te souviendras de ce moment et tu souhaiteras avoir fait ce qu'il fallait. Je fais ce qu'il faut, dis-je. Je me fais enfin passer en premier. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué tous leurs numéros. Le silence dans ma cuisine ressemblait à la liberté. En moins d'une semaine, la campagne de diffamation familiale battait son plein. Ma tante a appelé pour me dire qu'elle était déçue de la façon dont je abandonnais ma famille dans le besoin. Apparemment, maman avait tourné l'histoire pour me faire passer pour une avare sans cœur qui accumulait des millions pendant que mes parents étaient menacés de se retrouver à la rue. Selon leur version, j'avais cruellement refusé d'aider pour les besoins de base et je punissais Sarah pour sa réussite. La manipulation était magistrale. Ils avaient commodément omis l'exclusion de Noël, les années de traitement inégal et le fait que j'avais offert de payer leur hypothèque et leurs frais de subsistance. Les réseaux sociaux sont devenus un champ de bataille. Sarah a publié une série de stories déchirantes sur le fait de devoir revoir à la baisse ses rêves de mariage parce que certaines personnes accordent plus de valeur à l'argent qu'aux liens familiaux. Elle ne m'a jamais mentionné par mon nom, mais le message a été clair pour quiconque connaissait notre situation. Des parents éloignés ont commencé à commenter pour soutenir la pauvre Sarah et à juger les gens qui oublient d'où ils viennent. Mais tout le monde n'a pas cru à leur récit. Ma cousine Emma, qui avait posté ses photos de Noël, m'a contactée en privé avec de longues excuses. « Je n'arrête pas de penser à cette chaise vide depuis notre conversation », a-t-elle écrit. « C'était vraiment tordu qu'il t'exclue et qu'ensuite il fasse un spectacle public de ton absence. J'aurais dû dire quelque chose. » Mon oncle Mike a appelé pour avouer qu'il avait toujours remarqué le double standard de la famille. Tes parents, ils me demandent des conseils pour Sarah depuis des années, mais ne te mentionnent jamais, sauf s'ils ont besoin de quelque chose de réparé, a-t-il dit. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était grave jusqu'à ce que ta tante me dise ce qui s'est vraiment passé à Noël. Même certaines amies d'université de Sarah m'ont contactée, ayant apparemment été témoins d'années de cruauté désinvolte, déguisées en taquinerie familiale. Elle se moquait tout le temps de ton célibat, a admis une ancienne colocataire. J'ai toujours trouvé ça bizarre à quel point elle pouvait être méchante à propos de ta vie personnelle. La famille élargie se divisait en deux camps, ceux qui croyaient à l'histoire de victimes de mes parents et ceux qui voyaient enfin les schémas qu'ils avaient ignorés pendant des années. Mais pour la première fois de ma vie, je me fichais de gagner le concours de popularité familiale. J'avais Alex, j'avais quelques parents sincères qui me soutenaient et j'avais assez d'argent pour construire la vie que je voulais. Les gens qui comptaient vraiment étaient déjà de mon côté.
6 mois plus tard, la poussière est enfin retombée et honnêtement, je ne pourrais pas être plus heureuse de la façon dont tout s'est terminé. J'ai bien tenu ma promesse d'aider mes parents à éviter la saisie, mais avec des conditions strictes. J'ai remboursé leurs prêts hypothécaires et mis en place une allocation mensuelle qui couvre les frais de subsistance de base, ni plus ni moins. Papa a dû prendre un emploi chez Home Depot, ce qui a apparemment blessé sa fierté mais a fait des merveilles pour sa perspective sur l'argent. Maman a dû suivre des séances de conseils financiers et prouver qu'elle pouvait respecter un budget avant de recevoir le paiement de chaque mois. Ils détestent les limites, mais ils ne sont pas sans abri, et ils apprennent lentement à vivre selon leurs moyens au lieu d'attendre des sauvetages pour chaque mauvaise décision. Le conte de fées de Sarah a implosé de manière spectaculaire lorsque Brad a découvert le chaos financier de la famille lors de leur session de planification de mariage commune. Il s'avère qu'un cadre de la finance ne veut pas se marier dans une famille qui cache une faillite et supplie des parents de lui donner de l'argent. Sarah a essayé de me faire porter le chapeau pour la rupture des fiançailles, affirmant que j'avais gâché sa vie en ne finançant pas leur style de vie. Mais même elle a finalement dû admettre que mentir à son fiancé sur la stabilité financière de sa famille n'était probablement pas tenable à long terme. Elle a réemménagé chez nos parents et a trouvé un emploi dans une agence de marketing, faisant l'expérience de la responsabilité financière pour la première fois de ses 30 ans de vie. Alex et moi nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie, entourés de personnes qui nous aiment et nous soutiennent vraiment. Mon oncle Mike m'a conduite à l'hôtel. Emma était ma demoiselle d'honneur. Et plusieurs de mes amis du travail ont rempli les sièges qui auraient été occupés par des gens qui m'ont traité comme un distributeur de billets pendant 3 décennies. Nous avons acheté une belle maison avec une chambre d'amis spécialement pour les membres de la famille qui méritent vraiment notre temps et notre énergie. J'ai créé un fonds de bourse d'études pour les étudiants en soins infirmiers issus de situations familiales difficiles, parce que je comprends maintenant ce que c'est que d'aimer des gens qui ne peuvent pas vous aimer en retour correctement. Mes parents disent encore aux gens que je suis égoïste et avide d'argent. Mais je dors profondément chaque nuit en sachant que j'ai choisi le respect de moi-même plutôt que l'approbation familiale. Alors, dites-moi honnêtement, suis-je allé trop loin ou pas assez loin? Faites-le moi savoir dans les commentaires.